Donc, bonjour à tous pour cette conférence à Caudry. C'est vrai que c'est le premier salon du bien-être organisé par l'association et par Sébastien. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Moi, je n'ai pas de stand ce week-end parce que j'étais déjà au salon des animaux qui était sur Caudry il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, je tourne pour les chevaux et les vaches autour. Donc, après vous, je continue de tourner pour les animaux. Donc, je vous ai mis aussi ma petite carte, vous pourrez prendre le numéro de téléphone. Et puis, quand je suis sur le secteur, il y a possibilité aussi de travailler avec vous. Tu aurais un micro? Tu aurais un micro? Non? Tu vois, c'est fort pour que les gens puissent suivre. On a encore quelques places sur le devant, enfin une place devant, que les gens entendent bien. Hein? Donc, première chose, donc la conférence aujourd'hui, c'est pour déterminer voilà, quelle part de l'émotionnel dans la communication animale pour nos animaux, qu'est-ce que ça apporte de leur faire la communication animale. Et dans un premier temps, moi, ce que je vous propose, c'est de se questionner sur qu'est-ce que la communication animale. Donc, c'est quand même de plus en plus connu. Donc, qu'est-ce que vous en connaissez? Qui sait ce qu'est la communication animale? On y va. Interro sévère pour commencer. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça fonctionne pour l'animal vivant et pour l'animal décédé. Voilà, ça fait partie de la grande famille de la voyance. Et donc, lorsque vous demandez une communication animale, c'est entre guillemets, c'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble à si vous demandez une voyance pour votre animal. Voilà, pas une voyance pour connaître l'avenir, hein, c'est pas le but, mais vraiment pour l'écouter, parce qu'évidemment, comme il n'a pas de mots, il essaye de se faire comprendre comme il peut, voilà, mais quelquefois, on n'arrive pas à le comprendre. Alors, il y a 50% de ma clientèle qui arrive par des vétérinaires et ostéopathes, parce que, par exemple, on n'arrive pas forcément à comprendre ce que l'animal a comme problème physique. Et donc, par exemple, on a des difficultés à poser le diagnostic. Donc, j'ai beaucoup de vétérinaires qui m'envoient des clients par rapport à ça, comme aide au diagnostic, où on va pouvoir écouter l'animal pour se dire j'ai mal là, là, là. Voilà. Des ostéopathes, pareil. Hein? C'est aussi envoyé par les vétérinaires et les ostéopathes parce que quelquefois le diagnostic est posé et au niveau des médicaments, on a l'animal qui ne veut pas prendre. Tu aurais un micro? Non? Bon, je porte la voix. Hein? Donc, l'animal ne veut pas prendre les médicaments. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas les prendre? Est-ce qu'il y a des effets secondaires aux médicaments et qu'il y a possibilité d'écouter ça et de mieux adapter pour pouvoir donner des médicaments avec moins d'effets secondaires? Vous voyez, l'objectif, ce n'est pas de dire on arrête les médicaments vétérinaires, mais de comprendre pourquoi il ne les veut pas. Et peut-être que dans cette gamme de médicaments, il y a quelque chose avec moins d'effets. Par exemple, il est fort sensible de l'estomac et lui, ces médicaments-là, ça ne va pas, ça brûle de trop. Vous voyez? Et on a le droit d'entendre cette parole-là et les vétérinaires aussi pour adapter. Et puis, quelquefois, c'est parce que les médicaments sont donnés, mais en gros, ça ne fait pas effet. Donc, ça veut dire qu'on donne les médicaments, ça se passe, hop, ça revient. On donne les médicaments, hop, ça se passe, hop, ça revient. Et c'est comme ça, et on ne s'en sort pas. Médicaments, arrêt de médicaments, remédicaments, médicaments, arrêt de médicaments. Et donc, la question que les vétérinaires se posent, et les ostéopathes et la famille, c'est qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On fait d'autres examens et on ne trouve rien d'autre. Mais donc, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est une cause émotionnelle? Donc, du coup, ça revient tout le temps parce qu'il dit « je ne suis pas bien ». Donc, automatiquement, la maladie revient. Voilà. Est-ce que c'est une cause environnementale? Hein, on pense beaucoup là aux problèmes d'allergie et aux problèmes de peau. Vous voyez? Donc, on donne, hop, les problèmes de peau vont mieux. Hop, on arrête, hop, le problème revient. Est-ce que c'est un problème alimentaire? Les vétérinaires ont déjà fait le tour. Est-ce que c'est un problème environnemental avec des produits dans la maison, des produits d'entretien, des peintures, voyez, de l'encens, des parfums, voilà, et que là,
et que pour le coup, on ne trouve pas. Ou autrement, il faudrait faire vraiment une liste de tests, vraiment une batterie de tests très, très importante. Et avant, on tente quand même la communication animale pour écouter, hein, et se dire peut-être qu'avec la communication animale, l'animal va nous dire c'est là que ça ne va pas, c'est là que moi, je ne vais pas bien. Voilà. Donc ça, c'est 50% de ma clientèle. Et 50% de l'autre partie de ma clientèle, c'est le bouche à oreille avec des particuliers. Et puis, c'est aussi des éleveurs de chevaux, de chiens, de chats, de vaches, de chèvres, de cochons, de poules. Hein, j'ai tous animaux. J'ai des dromadaires, des lamas. Voilà, on a tous animaux. Hein, voilà. Qui, donc, par le bouche à oreille, aussi, donc vont demander des communications animales. Voilà, donc voilà un peu le cadre de mon travail. Donc à côté, moi je fais aussi shiatsu, hein, donc c'est tout ce qui est médecine chinoise et le reboutage, bien sûr en lien avec la communication animale pour essayer de trouver au mieux et d'accompagner au mieux l'animal en lien avec vétérinaire et ostéopathe, et puis les naturopathes et d'autres professionnels. Il y a vraiment une notion de travail d'équipe. Hein. Ça, c'est quand même assez intéressant. Donc, ça, c'est la partie pour les animaux vivants. Et on le fait aussi, je le fais aussi pour les animaux décédés. Donc, pour savoir si ils ont bien passé de l'autre côté et si leur vie de l'autre côté se passe correctement. Hein? Ça, c'est important de savoir qu'ils puissent aller bien quand ils sont décédés. Hein? Et au cas où, eh bien, faire des passages d'âme. Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à ça? C'est bon? Hein? Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on écoute et qu'est-ce qu'on entend dans la communication animale? Donc, vous avez pu voir qu'il y avait un aspect santé, hein, parce qu'on écoute comment ils se sentent, donc leur ressenti physique par rapport à leur vie et aussi donc par rapport à des médicaments qu'ils peuvent prendre ou des douleurs. Mais bien entendu, il y a aussi l'aspect émotionnel, donc comment ils ressentent leur vie avec vous. Ça, c'est quelque chose d'important. Comment ils vivent la cohabitation avec vous et par exemple les autres chevaux, les autres chiens, chats de la maison, les personnes qui viennent dans la famille, voilà, notamment quand ils ont eu des passés, par exemple, où vous êtes un adoptant, donc comment ils vivent la transition de sortir d'un refuge, voyez, émotionnellement, comment on vit cette nouvelle vie, quelles sont les choses qui restent de cette vie en refuge ou de l'abandon d'un premier propriétaire. Et puis aussi, parce que c'est aussi une rupture, quand vous prenez un animal chez un éleveur, qu'est-ce qui se passe quoi, d'être comme ça sevré souvent jeune, voilà, et d'être abandonné par sa maman, d'être donné et séparé de sa maman sitôt. Vous voyez, que ce soit un chien, un chat ou un cheval. Hein, vous voyez, pour tous les animaux, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans cette rupture après un éleveur? Hein? Est-ce que vous avez déjà des questions ou des besoins? Je vous écoute. Des choses que vous voudriez savoir sur la communication animale. Oui? Alors, oui, alors attention, ce n'est pas forcément fait pour vos animaux. Hein. Ah oui, oui, oui. Moi, j'interviens pour les animaux des autres. Et pour mes propres animaux, c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge. Oui, oui. Oui, oui. Ce n'est pas fait pour nos animaux. Pour vos animaux, vous avez déjà vos propres ressentis et les choses que vous savez parce que vous connaissez votre animal et que vous savez déjà, ah bah, par rapport à ce que je sais de son histoire, oh là, lui, il n'est pas bien. Là, il a changé de comportement. Ça, c'est votre rôle de propriétaire. Il a changé de comportement. Ah bah, là, il faut demander une communication animale. C'est là où
c'est là où le professionnel intervient. C'est un vieux métier, hein, on a toujours fait ça. Moi, ça fait des années et des années. Si vous voulez, c'est aussi bien dans le reboutage que voilà, dans le shiatsu aussi, et vous avez énormément de vétérinaires qui ont cultivé cette sensation-là comme aide au diagnostic. Vous voyez? Donc, ce sont des choses qui sont connues. Voilà. Et où on doit justement accepter quand on a un propriétaire qui nous dit il a changé de comportement, donc moi je sais qu'il ne va pas bien. Et là, c'est à nous de creuser et de faire. C'est à vous d'aller voilà, vers le propriétaire. Hein. Ça, c'est d'aller vers la communication animale, mais surtout vers le vétérinaire. Hein. La communication animale, elle ne doit pas retarder une prise en charge du vétérinaire. J'insiste bien là-dessus. Parce que depuis, allez, 5 ans environ, la communication animale est très à la mode. Attention, votre animal change de comportement. Ce n'est pas une communication animale qu'il faut demander, d'accord? Ça ne doit pas retarder une prise en charge vétérinaire. Moi, je refuse les communications animales dans ce cadre-là. Hein. Il a changé de comportement, il ne va pas bien. Bah, oui, moi, j'ai quand même du délai pour la communication animale. Donc, ça veut dire que dans ce cadre-là, l'animal, il est laissé comme ça, pas bien, quoi. Non, c'est vétérinaire. Hein. Donc, quand votre animal ne va pas, ce n'est pas les forums, ce n'est pas Facebook, hein, c'est le veto. Ça, c'est quelque chose d'important à entendre. Hein, voilà. Donc, la communication animale, comment ça se passe pour ma part? Il y a juste besoin d'une photo et du nom de votre animal. Rien besoin de plus, surtout ne rien me dire. Et de là, on part pour la communication animale. Donc, vous m'envoyez un petit message SMS, je vous donne un rendez-vous. Voilà. Et puis de là, on fait la communication animale. Donc effectivement, hein, je peux avoir des délais. Et quand vraiment il y a trop de délais, donc quand je dépasse le mois, là j'envoie sur des collègues hein, pour dire que votre animal ne reste pas trop longtemps sans être servi. Hein, parce que ça, c'est quelque chose d'important. Moi, je bosse pour l'animal. Quand on me demande une communication animale, c'est quand même que même si on n'est pas dans des urgences vétérinaires, c'est quand même que vous sentez qu'il faut faire quelque chose, que vous avez envie d'en demander une. Bon, il ne faut pas qu'il y ait des délais trop longs. Il faut respecter l'animal hein, par rapport à ça. Voilà pour la chose qui est importante. Hein. Donc, après, je prends une dizaine de questions que je vous invite à préparer. Je vous envoie un SMS pour préparer vos questions. Les questions, il ne faut pas me les envoyer. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas ma façon de travailler. Et quand on aura écouté et entendu votre animal, là, je prends vos questions. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que la plupart du temps, les questions sont déjà répondues avant que vous les ayez posées. Parce que justement, quand on écoute l'animal, eh bien, vos ressentis, ils sont vrais, quoi. Hein. Donc, quand vous dites, bah, l'animal, en ce moment, il fait ça, l'animal, souvent, va nous dire, en ce moment, moi, je fais ça, parce que je ne suis pas bien. Et en fait, il vient de répondre à la question que vous vous posiez. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit aussi que vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. Et donc après, bah, évidemment, je vous envoie souvent vers des ostéopathes, vers des naturopathes, vers des vétérinaires avec une prise en charge naturelle. Voilà, pour dire d'accompagner au mieux, qu'il y ait vraiment une équipe qui se fédère autour de vous pour accompagner, éducateurs aussi, hein, pour qu'il y ait une équipe qui se fédère et que vous puissiez vous sentir accompagné auprès et autour de votre animal. Et ça fait beaucoup de bien à l'animal aussi, de savoir qu'il a été entendu et écouté et que du coup, lui, il va se sentir accompagné par vous. Hein. Bien sûr, il y a le temps que vous preniez les rendez-vous, hein, puis quelquefois, il n'y en a pas besoin parce que il est en bonne santé et puis qu'il va bien, et puis que la communication animale était juste un acte d'amour pour se dire, est-ce qu'il est bien avec nous, quoi. C'est un énorme acte d'amour, d'abord, la communication animale. Hein. On ne demande pas une communication animale forcément parce qu'il y a un problème. J'ai déjà, moi, 50% des cas qui sont envoyés comme ça par les ostéos et vétérinaires. Mais heureusement, je n'ai pas que des demandes de communication animale, je dirais, difficiles et problématiques et quand même dans la douleur. Hein. J'ai beaucoup de communication animale avec des propriétaires qui veulent juste savoir si leur animal est heureux et comment ils peuvent encore le rendre davantage heureux. Bien sûr. Et je trouve que c'est formidable. C'est vraiment une ouverture du cœur que de se dire, est-ce que tu vas bien et est-ce que je peux encore t'aimer mieux? C'est ça le véritable message de la communication animale. C'est comment je peux t'aimer mieux. Parce que justement, vous l'avez dit tout de suite en début de cette conférence, c'est une âme. Donc par rapport à ton parcours de vie,
toi, âme incarnée dans l'animal que j'aime, qu'est-ce que je peux faire pour que tu puisses encore te réaliser davantage comme âme? Est-ce que tu aimes faire du sport? Est-ce que tu préfères faire du canapé? Est-ce que tu as envie de faire les deux? Est-ce que tu es plutôt solitaire? Est-ce que tu as besoin d'être solidaire pour les autres animaux de ton espèce? Et donc, comment je peux te permettre d'être solidaire pour les autres animaux de ton espèce? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Tu es venu sur Terre pour expérimenter quoi? Du coup, comment moi, je peux faire, t'accompagner pour que tu puisses le vivre? Hein? On a beaucoup de chiens de travail où une promenade, ça ne suffit pas, hein, on est bien au clair. Hein. Un malinois, un border collie, une promenade, c'est loin de suffire. Hein. Promener tous les jours, c'est loin de suffire. Ce sont des chiens qui ont besoin de travailler entre 3, 5 heures, 7 heures par jour. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout à je prends un chien de travail parce que je le fais sortir 1 heure par jour. Oui, non, ça, c'est pas un chien de travail, c'est un chien normal. Tous les chiens ont besoin de sortir minimum 1 heure par jour. Donc, comme ça, on est réglé. Ça, c'est pas un chien de travail. Vous voyez? Donc, du coup, quand on est avec des chiens de travail, ils nous disent j'ai un énorme besoin de ça. Et tant que je ne suis pas dans le travail, je tourne, je ne me pose pas, je me mordis les pattes, je ne vais pas bien parce que on m'a pris sur une lignée de travail, mais on me demande de vivre une vie de chien. Mais moi, j'ai envie de vivre une vie de chien de travail. Vous voyez? Donc, j'attire bien là-dessus aussi. Hein, quand on prend des lignées de travail, c'est qu'on peut offrir quelque chose de chien de travail aux chiens parce qu'ils ont de fortes demandes. Hein, et promener son chien 1 heure par jour, eh ben, c'est ce que tout chien a simplement envie de faire. Hein. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a une dérive. On a des gens qui nous disent je vais prendre un chien de travail parce que je veux le promener 1 heure par jour. Non, tout chien a besoin de promener 1 heure par jour. Vous voyez, je tenais aussi à porter ce message parce que je sens des dérives par rapport à ça. Hein. Et vous voyez, donc c'est pouvoir entendre ça. Et puis on a des chiens qui nous disent qu'ils ont envie de faire du sport, qui sont d'une famille de chiens sportifs et qu'ils ont envie de faire du sport. Et ça peut être de l'agility, ça peut être d'aller faire du pistage parce qu'ils sont d'une lignée chien de chasse. Donc eux, il faut qu'ils puissent se servir. Merci. Il faut qu'ils puissent se servir de leur flair et aller chasser et être bien dans la chasse. Vous voyez? Mais ce n'est pas forcément la chasse avec un chasseur et tuer un animal. Mais ils ont besoin d'aller fureter. Vous voyez? On a par exemple des chiens voilà, qui sont de lignée, ce qu'on appelle les chiens d'écurie, vous voyez, et qui ont vécu, les parents vivent en écurie et ils chassent les souris, les rats dans la paille, dans le foin, ils sont super bien avec ça. Voilà. Et après, ben, on a un Jack Russell de famille qui a quand même vécu ça pendant qu'il était tout petit avec des parents qui sont hyper actifs voilà, dans cette chasse-là et qui disent mais moi j'ai aussi besoin de ça. Quoi. J'ai vu, tout petit, j'ai vu ce que c'était que des souris, des rats, le boulot qu'il y avait à faire avec ça. Je suis intéressée par ça. J'ai envie de continuer d'aller chasser les souris et les rats et de fureter et de faire des trous et d'aller voir si dans des terriers il y a des lapins. Voilà, j'ai ce besoin-là. Ma famille m'a transmis ça génétiquement. Vous voyez, comme chez les humains, on peut avoir ben, des familles de sportifs. Et oui, hein, donc des âmes qui vont s'incarner, voilà, et dans la famille, on n'a pas besoin de les forcer, ils aiment ça. Ou des familles de musiciens, on n'a pas besoin de les forcer, il y en a peut-être un qui ne voudra pas faire de la musique, mais les autres, on n'a rien à faire, ils ont cette appétence à faire de la musique, on n'a pas besoin de les forcer. Ils commencent à jouer tout de suite, à tripoter tout de suite le piano, on n'a pas besoin de les forcer. Hein, bien sûr qu'il y a un environnement propice, mais là, il faut essayer de se dire que le chien, dans ce cas-là, il a aussi vécu cet environnement propice. Tout petit, jusqu'à ses 8 semaines, il a vu papa et maman en train de fureter dans l'écurie. Eh ben oui. Hein, donc, les premières choses qu'il a vues, c'est papa et maman avec les souris. Voilà. Et il a envie de reproduire ça parce qu'il a intégré ça dans sa génétique et dans les premières choses qu'il a vues. Vous voyez? Donc, ça, c'est important. Et dans les choses que les personnes nous demandent comme communication animale, c'est dans ces messages d'amour, qu'est-ce que je peux faire pour que mon animal puisse vivre plus sa vie d'animal et comment moi je peux l'accompagner dans la vie que moi j'ai en lui donnant davantage ses plaisirs
qui font qu'il s'épanouit dans sa vie. Et je trouve cette démarche mais formidable, qui est de se dire, non seulement j'accueille un animal, mais compte tenu de qui il est, moi, où est-ce que je me remets en cause pour aimer mieux? Ça, c'est un des grands messages de la communication animale. Qu'est-ce que je mets en place pour aimer mieux? Vous voyez? Est-ce que vous avez des questions et des besoins, des demandes par rapport à ça? Je voudrais savoir comment vous faites pour décrypter le message d'un animal. Ben, je ne décrypte pas, en fait. Ben, oui, 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 mais je comprends votre question. Oui, et ma première réponse, c'est je ne décrypte pas. Non, en fait, j'ai le message tout de suite. Comment un chien, ça aboie, un chat, ça Non, miaule. non. Moi, j'ai des sons, des voix, des mots. Oui, oui. J'ai des voix, oui, oui. Une voix claire et avec des mots. Oui, oui. Je fais pas, mais j'ai pas que ça, mais effectivement, je fais aussi partie de ce qu'on appelle les entendeurs. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle faire les communications animales en direct live. On est très peu à faire comme ça en direct live, parce qu'effectivement, moi, avant, il n'y a pas de méditation, il n'y a pas tout ça, vu que on me présente une photo et hop, c'est parti. Voilà. Donc, effectivement, c'est en lien avec un dédoublement de personnalité et avec, il faut quand même être prudent, c'est en lien aussi avec la psychiatrie et la schizophrénie. Oui, 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 tout à fait. Donc, dans d'autres sociétés, les personnes qui ont ça peuvent être accompagnées parce que justement, dès qu'un enfant a ça, il est en connexion avec les mondes du vivant, le monde des morts, et ils vont être tout de suite accompagnés. Hein, on prend en Sibérie, en Mongolie, voilà. Dans nos sociétés à nous, on a plutôt une tendance à dire ça y est, c'est des fous. Hein, voilà. Donc, c'est comment nous aussi, on gère ça, comment on arrive à fermer et comment on gère ça. Donc, il y a les voix, mais bien entendu, il n'y a pas que ça, parce que j'ai les odeurs, j'ai la vue, j'ai aussi entendre les mots de l'environnement. Bonjour, installez-vous. Tous les mots et les bruits de l'environnement. Après, j'ai la proprioception dans le corps physique, donc toutes les douleurs qui vont être à l'endroit où l'animal a mal, toutes les douleurs émotionnelles, le mental aussi. Donc, à un moment donné, on partage vraiment notre cerveau. Hein. J'ai la moitié de l'animal et la moitié du mien. Donc, on n'est pas beaucoup à pratiquer ce type de communication animale. Et honnêtement, je ne le fais pas exprès. Hein. Voilà, c'est comme ça. Et je l'accepte, quoi. Ouais, enfin, je l'accepte. J'ai toujours fait ça, moi, de toute façon. Donc, je l'accepte. Voilà. Et puis, donc, il y a ça, il y a les mois, les odeurs, enfin, il y a tout, il y a le goût. Et donc, bien entendu, je vais transmettre ça à la famille. Ah, moi, j'ai toujours, oui, 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 j'ai toujours. Après, la professionnalisation, c'est venu plus tard parce qu'il fallait que j'apprenne à former, à fermer, pas à former, surtout pas, mais à fermer. Voilà, c'est Leila Del Monte, mais ça fait bien longtemps, c'est dans les années 90. Hein, voilà. Et moi, de toute façon, ça a été associé au shiatsu et au reboutage. Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de communication animale comme ça. Et c'était beaucoup trop compliqué de parler aux gens. Enfin, en gros, le temps que je passais à expliquer la communication animale, je ne pouvais plus bosser, ce qui n'est pas trop mon truc. Hein. Je suis plutôt à travailler puis à faire. Et puis, donc, je disais que j'avais des flashs. Puis c'est vrai que dans les campagnes, voilà, on m'appelait. C'était l'époque où on n'avait pas encore de SMS et de téléphone portable. Et on me disait, c'est bien vous, la voyante pour chien? J'ai dit, oui, c'est moi, la voyante pour chien. C'était simple, efficace, vous voyez. Et les chasseurs m'appelaient comme ça en disant on a un problème, voilà, ou les écuries me disaient c'est bien vous la voyante pour chevaux? Oui, c'est moi. Voilà. Et puis voilà, on travaillait à l'ancienne, j'ai envie de dire. Donc là, les mots sont mis. Je trouve que c'est bien de pouvoir mettre les mots dessus. C'est extrêmement bien parce que c'était quand même extrêmement fermé. Hein. Donc, je trouve que c'est très bien que ça puisse s'ouvrir, que ça puisse se démocratiser. Et puis, bien entendu, il faut aussi éviter les excès. Hein, comme je disais tout à l'heure,
on ne va pas demander une communication animale plutôt que d'aller au vétérinaire. Voilà. Et on ne va pas demander une communication animale parce que son chien n'obéit pas et se sauve. Donc, ça veut dire que l'humain n'est pas capable de dire à son chien de revenir. La communication animale, ce n'est pas fait pour économiser 10 séances d'éducation parce que pour le coup, c'est l'humain qui ne sait pas faire revenir son chien et qui ne sait pas le faire obéir. Donc, ça veut dire qu'il y a une complicité qui ne va pas entre l'humain et le chien. La communication animale, elle n'est pas là pour dire au chien il faut que tu obéisses quand même. Hein, ton humain ne sait pas te faire obéir, il faudrait quand même que tu fasses un effort et que tu obéisses. Non. Vous voyez, on ne peut pas demander une communication animale pour ça. Hein. Donc, on a quand même un champ d'action qui est précis, mais comme pour tout professionnel. Vous voyez, vous avez un problème éducatif, vous n'allez pas le voir le vétérinaire. Vous voyez, bah, vous avez un problème de communication animale, j'ai envie de dire, donc de chercher quelque chose, de trouver quelque chose que les autres n'ont pas encore trouvé. Beaucoup d'éducateurs m'envoient des animaux parce qu'à un moment donné, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Et là, on a notre place. Vous voyez, par exemple, je travaille beaucoup avec des éducateurs, voilà, des comportementalistes, des vétérinaires comportementalistes aussi. Et je sais que là, allez, on avait eu un cas d'un chien, un Australien, mais vraiment un super, un loulou adorable, bien sûr, hein, avec tout son côté troupeau, protéger la famille. Quand ils sont tous là, je me sens bien. Enfin, voilà, le vrai chien de troupeau, ma famille, c'est important. J'ai compris que je n'avais pas de moutons, c'est eux mes moutons, j'y tiens. Voilà, il y a tout ce côté-là qui est rempli d'amour. Hein, voilà. Et puis, le chien, donc ils appellent l'éducateur parce que voilà que le chien se met à mordre. Mais des belles morsures, hein, se retourner. Donc, au niveau de la famille, ça va à peu près. Dans la maison, ça va à peu près. Mais en promenade, un vélo qui passe, quelqu'un qui croise, quelqu'un qui ne connaît pas, un invité à la maison qui se met à se lever pour aller aux toilettes, boum, gros risque morsure d'un seul coup. Ce qui n'est quand même pas le propre des. Voilà, allez, il y a quelquefois des Malinois qui peuvent être là-dedans ou des bergers allemands, mais aller des Australiens, c'est quand même beaucoup plus rare. Hein. Il y a une sociabilité, quand ils se sentent bien, qu'ils ont compris que la famille accueillait, ils se sentent quand même bien, quoi. Et donc, ça finit par m'arriver parce que personne ne trouve la solution. Et le chien dit, je suis en train de devenir aveugle de l'œil gauche. Donc, en résumé, avec l'œil droit, ça va. Mais donc, et puis la famille, je reconnais les pas et je reconnais l'odeur aussi. Et en promenade, ça va. Mais donc, j'essaye de me mettre devant comme ça, de me protéger l'œil gauche, donc je suis à droite. Mais du coup, si j'essaye de me mettre devant pour quand même protéger la famille me disait oui, il marche plus au pas. Mais on le laisse, on est une famille cool, on le laisse. Il veut juste marcher devant, ça nous gêne pas, quoi. C'est pas un problème qu'il veuille pas marcher au pas. Mais lui, il le donnait comme symptôme. Et le truc, c'est que du coup, comme il sentait personne qui arrivait à gauche et qui voulait quand même faire son rôle de troupeau, le seul truc qu'il faisait, comme il avait une peur, c'était paf, attaquer. Vous voyez ? Et dans la maison, si c'était quelque chose qui était sur la gauche, donc en gros, c'était quelqu'un qui se levait du canapé à gauche, il ne le voyait pas. À un moment donné, ça sortait du champ de vision, ça arrivait là, il était surpris, boum. La personne se levait, elle était à droite, normal. Vous voyez ? Donc du coup, orientation pour le vétérinaire ophtalmo, regardez, donc ça a été confirmé. Et du coup, nous, comment on arrive à prendre en charge un animal qui a une difficulté de l'œil, qui est extrêmement bon et veut continuer de protéger sa famille. Donc, en gros, il continue d'être amour. Donc, on n'a pas ni à le rouspéter ni quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qu'on met en place? Comment on lui parle? Comment on accompagne son côté gauche? Comment on en parle aux gens qui viennent? Comment on se comporte en promenade? Comment l'éducateur peut dire, écoutez, compte tenu que ça soit ça, et puis suivant la gravité, voilà, de ce qu'il y a à l'œil, parce que là, c'était non opérable, qu'est-ce qu'on met en place dans la maison? Qu'est-ce qu'on met en place dans les promenades? Et honnêtement, il n'y a plus de morsure. Vous voyez? Et là, on a notre place. Donc là, en gros, quand
on a un problème d'éducation avec le chien comme ça, on va déjà d'abord voir l'éducateur. Bien sûr. Et seulement après, c'est Bien. si jamais. Bien sûr, parce que si vous voulez, nous, on ne remplacera jamais 10 séances. Vous voyez, là, honnêtement, la personne m'aurait rien dit, m'aurait demandé une communication animale. Voilà, on aurait le chien, ce serait tout de suite plein de l'œil. Mais si, par exemple, la personne me dit j'ai un changement de comportement, mon chien se met à mordre, je vais dire attendez, vous êtes allé voir un vétérinaire comportementaliste, vous travaillez la muselière. Parce que déjà, il faut faire qu'il ne morde pas. Est-ce que déjà, vous avez mis des choses en place? Parce que moi, j'ai un délai. Donc déjà là, il ne faut pas que votre chien soit mis en danger par une évaluation, un dépôt de plainte des médecins, qui ferait aussi un signalement et un risque d'euthanasie pour le chien. Donc si vous voulez, moi, tout de suite, là, ma priorité, c'est de dire, est-ce que vous avez déjà bien mis des choses en place? Faire que s'il y a des gens qui viennent chez vous, ils ne les voient pas. Comme ça, on a déjà… Parce que l'objectif, c'est protéger le chien. Bien entendu, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, comment on peut le protéger? Vous voyez, c'est toujours, moi, le rôle principal. On ne veut pas qu'on ait à avoir un chien qui soit euthanasié, malheureusement, quoi. Voilà. Il faut qu'on puisse comprendre et entendre les choses. Ça, c'est… Mais là, on a notre place. Vous voyez? Est-ce que vous avez des questions ou des besoins? Oui. Oui, toujours, oui. Moi, je ne forme pas. Je ne forme pas parce que je ne pense pas que ça soit positif. Voilà. Après, on a, comment je vais dire, il n'y a pas suffisamment de base sur l'éthologie, sur le comportemental, sur la proprioception, sur le physique. Voilà. Je forme des ostéopathes et des vétérinaires, donc des professionnels qui sont habilités à former le diagnostic. Là, je forme parce que ce sont des professionnels, d'une part, qui me le demandent. Ce n'est pas moi qui fais un démarchage en disant est-ce que vous voulez que je vous forme? Non, non. Ce sont eux qui viennent vers moi. Et je trouve que ça, c'est de très, très belles expériences à vivre ensemble. Et ce sont de l'aide au diagnostic pour eux. Notre principal rôle quand même en communication animale, et ça, je ne le dirai jamais assez, c'est lors d'une communication animale de pouvoir déterminer une urgence vétérinaire, dont une urgence vitale. Voilà. Sur les formations qui sont courtes, même si quelquefois elles peuvent prendre plusieurs mois, mais la plupart du temps, il n'y a quand même que 12 heures de formation avec un petit atelier ou des machins comme ça. Si vous passez à côté d'une urgence vitale, vous faites comment? Vous avez tué un chien. Voilà. Donc moi, ça m'inquiète énormément parce que sortant de ces formations, si les personnes ne souhaitaient ou ne voulaient s'en servir que pour leurs animaux, pour amener un petit quelque chose, bon, oui, ça peut être bien, comme disait madame tout à l'heure, mais encore, il ne faudrait pas que ça retorde une urgence vitale en disant « je me suis donné bonne conscience, j'ai fait une CA à mon chien, mais il continue d'être pas bien ». Oui, enfin, franchement, il continue de souffrir, quoi, en fait, voilà. Mais là, on a beaucoup de gens, allez, qui s'installent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, moi, je récupère beaucoup de communications animales comme ça, quand même. Vous voyez, parce que, voilà, avec des communications animales où on a dit à la personne ce que la personne voulait entendre. Votre cheval vous guide, il vous aime, il est là pour vous, il ne vous abandonnera jamais. Si un jour il doit se réincarner, il se réincarnera. Oui, enfin bon, on se calme. On se calme. Voyez, donc en rien l'excès n'est bon. Comment on peut raison garder pour que le centre soit toujours l'animal? La communication, elle ne peut pas être un prétexte à avoir un cabis, c'est gagner de l'argent facile. Il y a quand même derrière tout ça des responsabilités. Vous voyez? Voilà. Et ça, oui, ça me perturbe. Mais vous avez des gens sur le secteur qui font des formations longues avec beaucoup d'heures. Voilà. Vous avez Charlotte Letien, qui là, c'est une formation qui est sérieuse. Vous regardez ces modules, le nombre de modules. Voilà, il y a des modules sur la proprioception. Voilà, il y a des modules sur le comportement du cheval. Enfin, allez, on va. C'est pas qu'une conférence. C'est voilà, on apprend et on bosse.
et il y a des comptes rendus, il y a du dossier. Voilà. Et Marie Ferla, qui est aussi sur le Nord, qui a aussi des modules longs. Voilà, je trouve que ça, c'est important. Et après, sur la Belgique, vous avez quelqu'un que moi j'aime beaucoup, qui est Sarah Close, qui fait vraiment des initiations sur 4 heures, juste pour mieux se poser, pour écouter son animal. Et honnêtement, c'est suffisant. Ah, ça, c'est une autre affaire. Ça, vous voyez avec les formateurs. Hein. Moi, vous voyez, c'est pas ma tasse de thé, tout ça. Mais là, ça permet, ça permet, dans le cadre de la famille, se dire, là, j'écoute, mais je dois surtout ne pas oublier d'appeler vétérinaire et ostéopathe. Parce que c'est ça le but de ces 4 heures. C'est que vous alliez voir un ostéopathe, un véto ou un éduc. Et c'est ça, pour moi, la base. Vous voyez? Voilà, voilà, voilà. Mais vous avez beaucoup d'éducateurs ou d'ostéos qui vont vous envoyer aujourd'hui sur la communication animale. Oui, moi, quand je vois le réseau que j'ai, ils sont pas du tout fermés et hostiles. Voilà. Vous en avez encore qui vont vous paraître un peu fermés par rapport à ça parce que l'ordre vétérinaire ne cautionne pas la communication animale. Ce qui est tout à fait logique, parce qu'il y a quand même de sacrés débordements aujourd'hui. Donc, je comprends tout à fait qu'ils ne cautionnent pas. Mais allez, vous en avez quand même beaucoup qui sont ouverts, voilà, et qui m'envoient des clients. Donc, c'est pour ça que je peux le dire, parce que quelquefois, ce que j'entends, c'est les vétos. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ça, c'est important de le dire, surtout les vétérinaires dits naturels, les vétérinaires ostéopathes, les vétérinaires acupuncteurs, les vétérinaires qui préparent encore leurs médicaments à l'ancienne. Là, je peux vous dire qu'on a vraiment un bon travail collaboratif. Voilà, ça, c'est important. Hein, voilà. Et du travail aussi avec des vétérinaires spécialisés. Il ne faut pas les oublier. Hein. Il y a les ophtalmos, il y a des responsables en parodontologie. Voilà, allez, il y a toutes les spécialités. Hein. Voilà. Des questions, des demandes, des choses qui vous surprennent? Allez-y. Ah, ça ne nous regarde pas. Ah, c'est pas le problème, c'est que ça, c'est de la curiosité malsaine humaine. C'est un autre monde. Ça fait partie des choses où je ne réponds pas. Si l'animal me dit j'ai retrouvé tel animal et je me sens bien, et là j'ai repris goût à être bien dans mon corps, sans mon corps, donc je suis dans la légèreté parce que j'ai plus de corps, mais je suis bien et je me souviens d'avoir galopé. Et du coup là, je retrouve de la légèreté parce que j'ai plus de mal-être physique, parce que mon corps a énormément souffert en fin de vie. Je suis en train de me libérer de ça. Ça, bien sûr que je passe le message. Mais tout ce qui va être en lien avec, comment je dirais, de la curiosité humaine sur l'au-delà, je ne réponds pas. Parce que ça ne nous regarde pas. Et que ça, c'est un truc de curiosité humaine. Vous voyez? Quand on a du deuil avec les animaux, donc les animaux vivent aussi le deuil, hein, quand ça, il faut s'en rendre compte, ils ont aussi de la souffrance quand ils ont perdu leur chien ou leur chienne ou leur petit, ou quand la jument elle perd son compagnon qui est décédé à côté, dans le box d'à côté, hein, voilà, ou qu'il a été emmené à la clinique, on voit déjà qu'il ne va pas bien, mais en plus il ne revient pas. Donc, allez, il y a cette souffrance énorme du deuil, hein, et c'est comment on accompagne ça chez l'animal. Ce sont des animaux hypersensibles, donc ils ont le deuil comme nous, ils ont la souffrance comme le propriétaire. Voilà. Bon, quand ils ont compris le deuil, quand ils avancent doucement dans le deuil, ils nous disent je fais mon deuil, mais je sais qu'il est parti. Je sais. Et j'ai du mal à le retrouver dans mon cœur, mais je le sais.
Voyez? Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est comment on accompagne l'humain là-dessus, et sans plus, parce que le reste, ça ne le regarde pas. L'autre, il a une autre vie. Voyez? Moi, souvent, aux humains qui me posent cette question, je leur dis, c'est un petit peu comme lorsque vous faites un divorce. Bah, vous n'avez plus le droit de savoir comment votre conjoint vit dans sa nouvelle maison avec sa nouvelle femme. Et non, c'est fini. Vous n'avez pas le droit de savoir s'il a changé la couleur de son papier peint sur sa cheminée. Et non, ça fait partie des choses qui ne vous concernent plus. Voyez? Et ça n'empêche pas de continuer d'avoir des émotions par rapport à la belle histoire qu'on a connue ensemble et d'avoir du respect pour la vie de l'autre et pour l'amour qu'on a eu. Voyez? Mais plus, non. L'autre, il a une nouvelle vie. Voyez? Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'important et pour lesquels, effectivement, les humains peuvent quelquefois avoir des difficultés. Mais cependant, cette image-là, elle est bien, elle est réelle. Vous voyez? Sur ce qu'on est en capacité d'entendre. D'autres questions ou demandes? C'est bon? Bon. Ah, vous voyez, on a quand même fait 1h15 de conférence. Je pense qu'il y a celle d'après qui va démarrer. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu. Voilà. Je vous souhaite un bon salon, de bien voir voilà, les autres stands et mes collègues. Vous avez notamment Amélie Manakai là, dans le petit coin au fond, voilà, qui est comportementaliste aussi pour les animaux. Voilà, on n'a pas beaucoup de représentants hein, pour les animaux dans les salons. Donc là, je pense qu'elle est toute seule à faire les animaux. Mais n'hésitez pas à aller la voir. Elle fait aussi les fleurs de bac pour les animaux. Voilà, il y a plein de choses. Elle est naturopathe. N'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou. Plein de belles choses à vous tous. Et vous avez ma carte pour prendre le numéro si vous avez un besoin. Voilà, pour prendre le numéro de téléphone.